En 1963, des détectives enquêtent sur la mort d'une femme en Californie. Il leur faudra près de 30 ans pour disposer de la technologie nécessaire et faire condamner son meurtrier. Lors de l'enquête sur un homicide au Vermont, les policiers disposent d'un suspect. Ils doivent toutefois trouver des preuves concrètes pour le faire inculper. Ils n'ont que l'empreinte déformée, marquée de sang, d'une paume de main sur l'arme du crime. Un sac à ordures est le seul indice sur l'identité d'un tueur en série. Les recherches des détectives sont vaines. Heureusement, une nouvelle analyse dactyloscopique leur donnera enfin la chance de capturer le prédateur. Même si certains cas semblent désespérés, les experts en dactyloscopie arrivent parfois à les résoudre en examinant les empreintes digitales laissées par les meurtriers. Ainsi, ils leur enlèvent toute emprise sur la mort. En 1985, un tueur en série fait rage à San Diego, en Californie. Le meurtrier s'en prend principalement à des prostituées. Il les viole avant de les tuer, puis se débarrasse de leur corps dans des bennes à ordures. Pour l'arrêter, les policiers devront identifier ses empreintes digitales. Dans la matinée du 9 mai 1986, les policiers répondirent à l'appel d'une femme qui venait de faire une découverte macabre en sortant ses poubelles. C'était la dernière victime du tueur. À leur arrivée sur les lieux, la scène avait déjà quelque chose de familier. Le corps avait été abandonné dans la benne à ordures, mais cette fois-ci, le meurtrier l'avait enveloppé dans 2 sacs à ordures retenus par du ruban adhésif. Après avoir déposé le corps, il l'avait dissimulé avec une couverture. Les détectives du service des homicides se rendirent sur les lieux pour faire enquête, pendant que le service d'urgence récupérait le corps. La victime était Joanne Sweets, une prostituée. Elle avait été violée et étranglée. Elle avait des côtes cassées. Cela correspondait au modus operandi du tueur. Parviendrait-il à confondre les policiers encore une fois? Le cas serait difficile à résoudre. Comme la plupart des victimes étaient des prostituées, les meurtres n'étaient pas toujours signalés. De plus, les rares témoins dont on pouvait disposer n'étaient pas toujours crédibles. Cette fois, les détectives trouvèrent une empreinte digitale sur la benne à ordures. Le détective Dan Hatfield faisait partie de l'escouade chargée de mettre un terme à cette vague de meurtres sordides. L'objectif premier de notre escouade était d'examiner le passé de ces prostituées que nous avions trouvées assassinées dans la ville de San Diego et ailleurs dans le comté. Il y avait entre 35 et 40 cas irrésolus. L'affaire Joanne Sweets était la plus récente. Avec un peu de chance, elle serait peut-être la dernière. Les détectives avaient plusieurs raisons de croire que le meurtrier vivait et travaillait dans ce même quartier. Le corps de 2 autres prostituées avait été retrouvé dans des bennes des environs. Mais l'enquête n'avait fourni aucune piste. On tenta d'identifier la seule empreinte qu'on avait recueillie en la comparant à celle des dossiers de la police, mais ce fut peine perdue. Le meurtrier dont l'empreinte se trouvait sur la benne où le corps de Sweets avait été trouvé n'avait pas de dossier criminel. 3 ans plus tard, l'experte en dactyloscopie Diane Donnelly se joignit à l'escouade responsable du cas Joanne Sweets. J'ai commencé à travailler sur cette enquête en 1989, à la demande du service des homicides. On nous a demandé de revenir pour examiner les indices et tenter de faire progresser l'enquête. Lors de la première analyse, les experts avaient utilisé du violet de gentiane sur le ruban adhésif qui retenait les sacs à ordures autour du corps. L'utilisation de ce procédé permet de révéler les empreintes digitales sur des surfaces adhésives. Lorsque le doigt entre en contact avec l'adhésif, des cellules de la peau y restent collées.
Le violet de gentiane colore ces cellules et permet ainsi de voir l'empreinte. Les experts répétèrent le procédé à maintes reprises, mais ils ne parvinrent pas à faire apparaître une seule empreinte. Peu de temps après son arrivée au sein de l'escouade, Donnelly et ses collègues de la police de San Diego eurent un coup de chance. Un nouveau programme informatique leur permit de reprendre l'analyse comparée de l'empreinte de la benne et de celle des dossiers de la police. On trouva finalement un suspect. Les empreintes appartenaient à un homme du nom de Brian Morris Jones. Au moment où les meurtres de San Diego avaient été perpétrés, Jones n'avait pas encore de dossier criminel et ses empreintes n'étaient pas fichées. Mais depuis, il avait été inculpé pour viol, cambriolage et l'enlèvement d'une prostituée. Il devint le suspect numéro 1 dans l'affaire Sweets. Cette seule empreinte ne suffirait pas à faire inculper Jones. De plus, ce dernier avait un alibi. Sa mère vivait dans un des immeubles adjacents à la ruelle où le corps de Sweets avait été découvert. Dan Hatfield avait le sentiment que Jones était le meurtrier de Joanne Sweets et des autres femmes. Selon le scénario le plus vraisemblable, Jones se mettait à la recherche d'une victime en roulant sur le boulevard à bord de son véhicule. Il faisait monter une prostituée et la conduisait à l'appartement de sa mère pendant son absence. Il se comportait comme un client normal, mais au cours de la soirée, il tuait sa victime. Ensuite, il l'enveloppait et transportait son corps jusqu'à une benne où il s'en débarrassait comme s'il s'agissait d'ordures. Jones était toujours en prison pour des crimes de moindre importance. Il serait éligible à la libération conditionnelle dans 10 ans. Si Hatfield prouvait son implication dans le meurtre de Joanne Sweets, il ne sortirait plus jamais de prison. Au moment où je faisais l'enquête sur ces cas, j'avais l'intuition qu'il y avait des empreintes sur les sacs à ordures, mais que nous ne faisions pas appel à la bonne technique d'analyse. J'en ai parlé un peu partout, et notamment au FBI. Ils m'ont appris qu'en Angleterre et à la Gendarmerie royale du Canada, on avait recours à une technique qui s'appelle la métallisation sous vide. Donnelly emporta avec elle les indices au laboratoire de la Gendarmerie royale du Canada à Ottawa. Elle était remplie d'espoir, même si les empreintes avaient maintenant 6 ans. Seraient-elles encore intactes? Ils étaient plus qu'enthousiastes à l'idée de nous aider, bien qu'ils n'aient pas été très optimistes quant aux résultats qu'on pouvait espérer obtenir. Ce procédé, connu aussi sous le nom de déposition métallique sous vide, a été mis au point aux États-Unis, mais la plupart des services de police du pays n'ont pas les budgets requis pour y avoir recours. Ce procédé est plus répandu en Europe et au Canada. Il est particulièrement efficace sur le plastique. Pour l'expert en dactyloscopie Pat Latanas de la GRC, cette technique polyvalente fonctionne souvent quand toutes les autres ont été vaines. On peut prélever des empreintes sur des objets comme le papier glacé, les serviettes et les mouchoirs en papier. Des éléments très délicats. Les applications peuvent être limitées, mais c'est souvent la technique qu'on utilise en dernier lieu qui donne des résultats inespérés. Latanas dépose délicatement l'indice dans la chambre. Il met quelques milligrammes d'or sur un élément chauffant. Une fois la chambre fermée hermétiquement, il active une pompe pour en retirer l'air. On chauffe ensuite l'or, ce qui a pour effet de le faire fondre. Le métal se liquéfie puis entre en ébullition. La vapeur ainsi créée se condense ensuite sur l'objet à l'intérieur de la chambre. Dans le cas Sweets, une mince couche translucide recouvrit la surface de plastique du sac à ordures. Si le sac ne recelait aucune empreinte, la couche d'or serait uniforme. Si au contraire il y avait des empreintes, l'or ne s'agglutinerait pas au sillon huileux.
On répéta ensuite le processus avec quelques milligrammes de zinc. Tout comme l'or, le zinc se transforme en vapeur. Il ne se condense que sur d'autres métaux. Il adhère donc à la mince couche d'or. Mais le zinc ne collera pas aux crêtes huileuses où l'or fait défaut. On aura pour résultat une empreinte très contrastée. On retira les sacs de la chambre et on les examina. C'était un moment crucial. Après 6 ans d'attente, les empreintes étaient maintenant visibles. L'enquête allait enfin sortir de l'impasse. Les empreintes révélées sur les sacs à ordures correspondaient à celles de Brian Morris Jones. Le procédé de la GRC avait enfin permis à Hatfield et Donnelly d'établir un lien entre le suspect et le meurtre. Nous disposions enfin de l'argument massu que nous espérions. Les empreintes digitales, prélevées à même les sacs à ordures, correspondaient à celles de Brian Jones sans l'ombre d'un doute. Il ne pouvait le nier d'aucune façon. C'était la preuve dont nous avions besoin. En 1996, Brian Morris Jones comparut devant la Cour de l'État de Californie pour le meurtre de Joanne Sweets. Il fut jugé coupable et condamné à mort. Le développement de la science a permis de résoudre un cas qui semblait sans réponse. Dans l'affaire Brian Morris Jones, la métallisation sous vide a permis d'obtenir ces empreintes et de le faire inculper. Mais c'est grâce à un ordinateur qu'on a initialement identifié ce suspect. Dans un autre cas en Californie, les détectives auraient également recours à un ordinateur pour retrouver la piste d'un meurtrier perdu 30 ans plus tôt. Le 2 octobre 1963, Tora Rose passait une soirée paisible dans son appartement de Hollywood. Elle y habitait depuis seulement un mois après s'être séparée de son mari. Elle s'habituait graduellement à sa nouvelle vie. Tora était serveuse. Lorsqu'elle ne travaillait pas, elle était seule la plupart du temps. L'appartement était situé au rez-de-chaussée dans un quartier considéré comme sécuritaire. Au cours de cette soirée, un individu allait toutefois faire irruption dans la vie de Tora Rose. Elle était la proie qu'il avait choisie. Il attendait dans l'obscurité le meilleur moment pour passer à l'action. Lorsqu'elle éteignit les lumières, il était prêt. Après que Tora se soit endormie, il força la fenêtre au-dessus de l'évier de la cuisine et se glissa dans l'appartement. Une fois à l'intérieur, il traversa la cuisine et à pas feutrés atteignit la chambre à coucher. Il passa alors à l'attaque. Après une violente lutte, Tora Rose mourut. Elle avait 43 ans. Lorsque l'employeur de Tora constata qu'elle n'était pas au travail le lendemain, il téléphona chez elle mais n'obtint pas de réponse. Inquiet, il alerta la police. Les agents trouvèrent le corps de Tora Rose dans sa chambre à coucher. Les enquêteurs interrogèrent les voisins, mais personne n'avait vu qui que ce soit entrer ou quitter l'appartement de Tora, ni entendu le moindre bruit.
C'était un des crimes les plus sordides qui soit arrivé dans ce quartier paisible de Hollywood. Près de 35 ans plus tard, le détective Mike McDonough du service de la police de Los Angeles se rendit sur la scène du crime. À l'époque, Hollywood était complètement différente d'aujourd'hui. En 1963, l'industrie du cinéma était là. Il y avait beaucoup de résidences familiales ici. Quelques immeubles à appartements, mais c'était très différent. Le taux de criminalité était pratiquement nul comparé à aujourd'hui. Maintenant, à Hollywood, on compte de 50 à 60 homicides par année. En 1963, il n'y en a eu que 4. Le meurtre causa tout un émoi. Le service des homicides de la police de Los Angeles traita l'affaire en priorité. On assigna 2 détectives à l'enquête, mais rapidement, 4 autres enquêteurs se joignirent à eux. Bientôt, il y eut 32 agents qui travaillaient sur cette affaire d'homicide. Ils passèrent le quartier au peigne fin à la recherche d'un suspect. À l'intérieur de l'appartement, des experts se mirent à la recherche d'empreintes. Il y avait des empreintes de paumes de main et de doigts, notamment dans la cuisine. Nous avons prélevé environ 27 empreintes digitales de la fenêtre avant à la chambre à coucher. Les agents qui ratissaient le quartier revinrent bredouille. L'enquête ne pouvait plus reposer que sur la compétence des experts en dactyloscopie. La longue série d'empreintes laissées par le meurtrier leur donnait bon espoir de le capturer. Leur confiance était justifiée. La dactyloscopie existe depuis plus de 100 ans et a servi à maintes reprises à prouver la culpabilité des criminels. Cette technique remonte à 1880. C'est le physicien écossais Henry Fard qui suggéra de mettre à profit les motifs caractéristiques des doigts et des mains de chaque individu pour identifier les criminels. En 1901, Scotland Yard adopta son idée et bientôt le reste du monde également. Le succès de la dactyloscopie est dû à 2 facteurs. Premièrement, aucune personne n'a les mêmes empreintes digitales. Deuxièmement, ces empreintes restent inchangées tout au cours de notre vie. La peau des mains et des doigts comporte des dessins en relief qui permettent une meilleure préhension des objets. Ces stries sont humides de transpiration en permanence. Les courbes, les boucles et les autres caractéristiques de stries se présentent dans des milliards de combinaisons différentes. Sur la scène d'un crime, le coupable peut laisser des empreintes s'il touche du sang, de la graisse ou toute autre substance de couleur foncée. On retrouvera également ces empreintes sur une substance molle, comme de la glaise par exemple. Mais la majorité des empreintes sont invisibles à l'œil nu. Elles sont constituées de 98% de transpiration et de 2% d'huile corporelle. On les laisse pratiquement sur tout ce qu'on touche. Comme la pellicule d'une caméra, elles doivent être développées pour être vues. Les experts en dactyloscopie du laboratoire de la police de Los Angeles se sont toujours servis de poudre pour faire apparaître ces empreintes. C'est l'une des méthodes les plus courantes et les plus efficaces. On applique cette poudre légèrement à l'aide d'un pinceau en poil de chameau. La poudre adhère à l'humidité de l'empreinte et fournit ainsi une image très détaillée. Ensuite, l'expert prélève l'empreinte à l'aide d'un ruban adhésif transparent et la colle sur une carte en y ajoutant ses initiales, la date et l'endroit où l'empreinte a été prélevée. Cette information est d'une importance capitale, car il n'est pas rare qu'on la présente en cours. Après avoir prélevé les empreintes des paumes de main et de doigts dans l'appartement de Tora Rose à Hollywood, les experts devaient s'assurer qu'elles provenaient bien du meurtrier. On ne peut ignorer la possibilité que ces empreintes puissent appartenir à une connaissance de la victime. Les détectives obtinrent les empreintes de toutes les personnes en contact avec Tora Rose. Ils ont retrouvé ces gens dans les restaurants, les endroits où elles travaillaient, et ils ont obtenu les empreintes de tous les employés.
Ils ont également obtenu les empreintes des postiers, des livreurs de restaurants et de journaux, c'est-à-dire de tous ceux qui étaient entrés en contact de quelque façon que ce soit avec cet appartement. Après avoir comparé les empreintes de ces personnes et les avoir éliminées, il ne restait plus qu'une possibilité. Elles avaient vraisemblablement été laissées par le meurtrier. On pouvait maintenant les envoyer au laboratoire pour que des experts les examinent et les comparent aux empreintes déjà fichées. Aux États-Unis, les policiers doivent recueillir les empreintes de tous les individus qui ont commis un délit, même si ce délit est mineur. Ces empreintes sont répertoriées et parfois envoyées dans les autres services de police. Si l'individu commet un autre crime, on pourra dès lors comparer ces empreintes à celles de la scène du crime. La méthode traditionnelle pour prendre des empreintes consiste à appliquer de l'encre sur les doigts, puis de les presser sur une carte sur laquelle on ajoute ensuite le nom de la personne et sa description physique. Le document est classé avec les autres cartes d'empreintes digitales. Depuis quelques années, certains services de police se sont mis à numériser les empreintes digitales. L'image numérisée peut ainsi être introduite dans les bases de données. Le rayon lumineux a remplacé l'encre. Mais quelle que soit la méthode, le travail ne commence vraiment que lorsque l'expert en dactyloscopie compare les empreintes laissées sur la scène d'un crime à celles de la base de données de la police. La comparaison des empreintes n'a pas vraiment changé depuis 1963. Les experts doivent rechercher des caractéristiques communes. Les crêtes papillaires des doigts et des mains forment des arcs, des boucles et des spirales. Parfois, ces lignes s'arrêtent brusquement. D'autres fois, elles se dédoublent. Les experts examinent toutes ces particularités lors de l'identification. S'ils trouvent suffisamment de points communs, ils savent alors qu'ils sont en présence des empreintes d'un même individu. Dans l'affaire Tora Rose, les détectives de Los Angeles examinèrent toutes les empreintes de leur base de données. Lorsqu'ils eurent constaté qu'aucune d'entre elles ne correspondait à celle de l'appartement, ils dépêchèrent l'un de leurs experts à Sacramento, la capitale de l'État, pour élargir le champ de recherche. Ce dernier fouilla dans chaque dossier, examinant pas moins de 30 000 empreintes digitales. Malheureusement, ces recherches se révélèrent inutiles. C'est incroyable le nombre d'heures qu'ils ont pu mettre sur cette enquête. Cela représente plusieurs milliers de fois ce que nous investissons aujourd'hui en termes de temps. Et malgré tout, ils n'ont pas trouvé de suspect. Même si le meurtrier avait laissé de nombreuses empreintes sur la scène, les détectives n'avaient pas pu trouver un suspect. L'enquête dut être abandonnée. Le meurtrier de Tora Rose était toujours en liberté. 30 années s'écouleraient avant que l'on puisse enfin découvrir son identité. 3 décennies après le meurtre de Tora Rose, EFIS, un nouveau système automatisé d'identification d'empreintes digitales, fit son apparition grâce au développement de l'informatique. Ce système devait révolutionner le domaine de la dactyloscopie. On peut effectuer des comparaisons en une fraction du temps requis avec l'ancienne méthode. L'expert en dactyloscopie Donald Keir du service de police de Los Angeles fut l'un des premiers utilisateurs de ce système. Cela nous a pris un certain temps pour nous habituer à ce nouveau système d'identification. Il était tout nouveau et nous avions de nombreux crimes à résoudre. Les premiers crimes que Keir et ses collègues tentèrent de résoudre étaient les plus récents. Puis ils décidèrent de tenter une expérience pour voir s'ils pouvaient faire débloquer des enquêtes abandonnées en comparant les empreintes recueillies sur la scène d'un crime. Ils choisirent 50 enquêtes qui avaient été abandonnées. Le système EFIS réussirait-il à réanimer ces enquêtes? Pour le savoir, Keir descendit dans la salle d'archives au sous-sol des bureaux de la police. Sur les étagères, il trouva des dossiers d'empreintes digitales poussiéreux qui remontaient à 30 ans. Les empreintes avaient toutes été fichées ensemble, peu importe la nature du délit.
Un des dossiers contenait les empreintes du meurtre de Tora Rose. C'était le cas le plus ancien qu'il avait sélectionné. Les chances de trouver un suspect, après si longtemps, étaient minces. Mais les experts gardaient une lueur d'espoir. Depuis 1963, des millions d'empreintes avaient été ajoutées au dossier de la police et ils disposaient maintenant d'un système performant qui pouvait les comparer à la vitesse de l'éclair. Il fallait d'abord préparer les empreintes de l'enquête entourant le meurtre de Tora. Pour que le système EFIS puisse reconnaître une empreinte digitale, l'expert doit d'abord la photographier, puis agrandir la photo à 500%. Contrairement aux empreintes prises au poste de police, les crêtes et les sillons d'une empreinte trouvée sur la scène d'un crime sont moins nettes. L'expert doit en améliorer la définition à l'aide de papier calque. Sinon, le scanner de l'ordinateur ne parviendra pas à la lire correctement. Les seuls endroits où j'interromps la boucle, c'est là où un sillon du dessin s'arrête. Cela doit être très net, car c'est là-dessus que se base l'ordinateur pour faire sa recherche. Je vérifie à plusieurs reprises mon travail pour m'assurer que je n'ai rien oublié et je reprends ce que j'ai fait. Lorsqu'un endroit est illisible, l'expert doit compléter les lignes au meilleur de ses connaissances. Le tracé est ensuite introduit dans l'ordinateur. L'expert nettoie les lignes indistinctes à même l'écran et identifie les principales caractéristiques de l'empreinte. L'ordinateur se référera à ces caractéristiques pour effectuer ses comparaisons. Le système EFIS entame alors le processus de recherche. Le programme examine de nombreux points sur l'empreinte inconnue. Il les compare aux empreintes de la base de données. Les résultats sont ensuite ordonnés selon qu'ils s'approchent plus ou moins de l'empreinte inconnue et enfin, ils sont affichés. Dans une autre pièce, l'imposant ordinateur d'EFIS examine des millions d'empreintes digitalisées. En moins d'1 heure, il a terminé une tâche qui aurait autrefois demandé plusieurs mois. Il affiche ensuite les empreintes qui se rapprochent le plus de l'empreinte comparée. Il revient alors à l'expert de compléter l'analyse visuellement. Ce dernier compare une à une les empreintes trouvées par EFIS à celles du suspect. Même si plusieurs éléments d'une empreinte correspondent à ceux de l'empreinte inconnue, il suffit qu'un seul élément très caractéristique fasse défaut et l'empreinte est éliminée. C'est le cas ici. Voyez cette petite ligne très courte. Elle semble bien être là aussi, mais juste à côté, il y a un sillon qui se termine ici, mais pas là. Je dois donc l'éliminer. Le système EFIS a donné des résultats remarquables à maintes reprises. Au cours de la première année d'opération, la police de San Francisco a pu fermer les dossiers de 816 cas, dont 52 homicides. La police de Los Angeles espérait obtenir des résultats aussi probants pour ces enquêtes non résolues. Les experts ne furent pas déçus. Peu de temps après avoir introduit les empreintes du cas de Tora Rose, EFIS trouva des suspects potentiels. Parmi les 3 suspects se trouvait un homme du nom de Vernon Robinson. En 1963, Robinson n'avait jamais été arrêté. Ses empreintes ne faisaient donc pas partie des archives de la police. Mais depuis, il avait été arrêté à quelques reprises. Les experts disposaient enfin d'un suspect important grâce à EFIS. Le détective Mike McDonough fut assigné à cette nouvelle enquête. Ma préoccupation principale était de vérifier s'il était possible que M. Robinson se soit retrouvé à cet endroit. Je voulais m'assurer qu'il n'était pas l'un des policiers ou des enquêteurs qui se trouvaient sur la scène, ni un ambulancier ou un ami de Tora Rose qui se soit déjà trouvé dans l'appartement. Une fois ces possibilités éliminées, McDonough put en conclure que Robinson était vraisemblablement le meurtrier de Tora Rose. Grâce à cette découverte, les experts en dactyloscopie ont pu avoir accès à d'autres empreintes. Ils les ont examinées une à une. Ils comparaient les empreintes de la scène à celles de Robinson. Elles correspondaient complètement entre elles. Il n'y avait plus de doute possible. Les policiers de Los Angeles retracèrent Robinson à Minneapolis, dans le Minnesota.
Il avait maintenant une famille et gérait un service d'entretien. Il nia toute implication dans le crime, soutenant qu'il se trouvait à la base navale de San Diego au moment du meurtre. Mais les rapports de la base navale indiquaient qu'il avait terminé son entraînement au moment du meurtre. Son alibi ne tenait pas la route. En voyant les empreintes digitales, le jury a été convaincu de sa culpabilité. On ne peut nier de telles preuves. Il ne s'agissait pas d'une ou de deux empreintes. Il y en avait environ une vingtaine, de la fenêtre jusqu'à l'endroit où la victime se trouvait. Après avoir tué Tora Rose, Vernon Robinson échappa à la police pendant près de 30 ans. Sa vie avait changé depuis, mais pas ses empreintes qui étaient restées aussi révélatrices. Robinson fut jugé coupable de meurtre et condamné à la prison à vie. Le système EFIS a permis une percée phénoménale en matière d'identification criminelle. Le meurtrier de Tora Rose a enfin payé pour son crime. Mais même si ce système a grandement amélioré les chances d'identifier des criminels, il est inutile si l'on ne dispose pas d'empreintes nettes. Malheureusement, il y a souvent beaucoup de désordre sur les scènes de crime et les meurtriers ne laissent pas toujours des empreintes faciles à recueillir. Dans une affaire au Vermont, l'enquête entourant un homicide reposait sur deux empreintes fragiles et difficiles à recueillir et sur la tentative d'un expert de les interpréter. Le dernier lundi de mai 1992, Glenn Michelson faisait la fête. Ses amis et lui avaient décidé d'en finir avec l'hiver glacial du Vermont et de donner le coup d'envoi à l'été. Leur fête fut plutôt ternie par l'arrivée impromptue d'un invité. La soirée touchait à sa fin quand il tenta de prendre la fuite dans la voiture de Michelson avec l'un des barils de bière. 3 amis de Michelson le prirent sur le fait. Ils le chassèrent de la propriété et récupérèrent le baril. Une fois l'incident terminé et après avoir vidé le baril de bière, ils décidèrent de se rendre à la taverne tout près pour poursuivre la fête. Michelson resta chez lui. Le groupe revint à la maison 45 minutes plus tard, l'esprit encore à la fête. Ils ne remarquèrent pas tout de suite que leur hôte n'était pas là. Quand ils l'appelèrent, ils n'obtinrent pas de réponse. Sans doute était-il allé se coucher. L'horrible vérité se révéla à l'un d'entre eux quand il remarqua un détail étrange dans une des pièces de la maison. Un bâton de ski qui semblait sortir du sol était en fait planté dans le crâne de Michelson. Ils appelèrent immédiatement la police de l'État du Vermont qui dépêcha des agents sur les lieux. Les amis de Michelson ne pouvaient pas croire que cet homme avec qui il s'amusait seulement quelques heures plus tôt était maintenant mort. Pendant que les policiers dressaient un rapport, les experts se mirent à la recherche d'indices. Ils trouvèrent un couteau ensanglanté dans l'évier de la cuisine. Apparemment, la victime avait été poignardée à maintes reprises avant que le meurtrier ne lui plante le bâton dans le crâne. Selon le sergent Miles Hefferman, la victime n'était pas morte rapidement. Tout porte à croire qu'il s'est débattu. Il y avait beaucoup de sang sur ses vêtements ainsi que sur les murs du couloir. Lors de leur interrogatoire, les 3 amis de Michelson racontèrent à la police l'épisode de l'intrus qui avait tenté de voler la voiture de la victime ainsi qu'un baril de bière. Il s'appelait Robert Plant. Il était devenu de plus en plus agressif à mesure que la soirée avançait. Les hommes avaient remarqué que les lacets de ses chaussures blanches étaient roses. On retrouva ses chaussures près du corps inerte de Michelson, qui était lui-même pieds nus. Ses bottes de cow-boy avaient disparu. Les policiers poursuivaient leur enquête lorsqu'on leur apprit qu'une voiture avait quitté la route à moins de 2 kilomètres de distance. Un homme du nom de Robert Salzman
avait rapporté l'accident. M. Salzman était dans son salon avec sa femme et son enfant lorsqu'il a entendu la voiture quitter la route. Il est sorti, il a aperçu Robert Plant sortir du véhicule et marcher en direction de la galerie de sa maison. Ils ont discuté un peu. Au début, Robert Plant semblait aimable. Il a demandé s'il pouvait appeler pour faire venir une dépanneuse. M. Salzman a tout de suite accepté. Mais bientôt, Plant devint agressif et brisa l'une des fenêtres de la propriété de Salzman. Ce dernier le chassa de chez lui et il appela la police. Les agents arrivèrent quelques minutes plus tard. La voiture était bien là, au bord de la route. Elle correspondait à la description de la voiture de Glenn Michelson. Son conducteur n'était cependant plus là. Apparemment, il était parti à pied. Les policiers fouillèrent dans les bois et trouvèrent rapidement Plant. Il s'était endormi au pied d'un arbre. Il portait les bottes de cow-boy de la victime. On le conduisit au poste de police pour l'interroger et le garder en détention provisoire sur présomption de meurtre. À première vue, cette enquête d'homicide se réglerait très rapidement. Mais Plant nia être impliqué dans le meurtre et la police ne disposait d'aucun témoin. En théorie, Plant pouvait déclarer qu'il avait volé les biens de Michelson après qu'il ait été tué par quelqu'un d'autre. Il fallait étoffer les preuves indirectes à l'aide d'analyses judiciaires, en l'occurrence l'examen des empreintes digitales de Plant. Les détectives savaient cependant que les empreintes du suspect qu'on pourrait retrouver sur les murs, l'évier et les tiroirs avaient peu de valeur puisque Plant faisait partie des invités de Michelson. Ils avaient cependant découvert une empreinte faite dans le sang de la victime sur le bâton de ski et le cadre de la porte près du corps. Si ces empreintes étaient celles de Robert Plant, l'affaire serait vite réglée. Pour les identifier, Hefferman demanda l'aide de l'expert en dactyloscopie John Creighton, du laboratoire judiciaire du service de sécurité publique du Vermont. Les empreintes avaient été faites dans le sang de la victime, et elles étaient par conséquent très incriminantes, mais également fragiles. On ne pouvait les prélever en appliquant de la poudre au pinceau, comme c'est le cas la plupart du temps. Généralement, on reçoit deux sortes d'indices au laboratoire. Il y a les poreux et les non poreux. Les indices poreux sont le papier, le carton et les objets de cette nature. Les indices non poreux sont le bois, le plastique, le métal, le verre, etc. Le type d'analyse varie selon la nature des indices. Le papier et les autres surfaces poreuses absorbent l'humidité et la poudre n'y adhère pas. La méthode classique pour y prélever les indices est la vapeur d'iode. On met des cristaux d'iode dans un tube de verre. On ajoute ensuite de la fibre de verre et du sulfate de cuivre. En soufflant sur les cristaux, ils se réchauffent, ce qui crée de la vapeur. Quand cette vapeur rejoint les empreintes, l'iode entre en réaction avec les huiles grasses et les fait apparaître. Le seul désavantage de cette méthode est que l'empreinte disparaît après environ 20 minutes à mesure que l'iode s'évapore. Elle doit donc être photographiée tout de suite après l'analyse. Une autre façon de trouver des empreintes sur du papier consiste à vaporiser la surface avec un produit chimique appelé ninhydrine. Le ninhydrine est un composé qui entre en réaction avec les acides aminés présents dans le film de sueur à la surface des empreintes. On vaporise ce produit sur le matériau poreux et puis la catalyse se fait avec l'ajout de chaleur et d'humidité. Généralement, on se sert d'un fer à repasser. Les acides aminés présents dans les empreintes ne se dissipent que très lentement. On s'est même déjà servi de la technique au ninhydrine pour faire apparaître des empreintes vieilles de 15 ans. La supercolle est également utilisée fréquemment par les experts. On l'utilise quand on doit faire apparaître des empreintes dans une voiture, par exemple.
La colle est placée dans un petit contenant, puis chauffée. On ferme la voiture hermétiquement. La vapeur obtenue adhère à l'humidité des empreintes digitales et les fixe en place. L'expert peut ensuite avoir recours à la méthode traditionnelle à la poudre sans risquer d'endommager l'empreinte. Dans le cas de Glenn Michelson, les empreintes posaient un autre genre de problème. L'empreinte dans le sang sur le cadre de la porte près du corps de la victime était pratiquement invisible et trop délicate pour être prélevée. Creighton demanda au détective de retirer la section de l'encadrement où se trouvait l'empreinte et de la lui envoyer de façon à ce qu'il puisse l'examiner dans un environnement contrôlé. Le travail de Creighton consistait à obtenir une copie nette de l'empreinte sans l'abîmer. Il pourrait ensuite la comparer à celle de Robert Plant. Il prit d'abord les photographies avant d'entamer le processus. Ensuite, Creighton appliqua sur la section du cadre de la porte une teinture qui réagit au contact du sang et lui donne une teinte foncée. L'amidoblack est un colorant qui teint les protéines contenues dans le sang. Lorsque les sillons au bout des doigts sont en contact avec le sang, la teinture accentue cette empreinte en la rendant plus foncée. Cela nous permet d'obtenir un meilleur contraste. La plupart des empreintes faites avec du sang sont fragiles et ne peuvent être prélevées avec du ruban adhésif, même après qu'elles aient été traitées à la teinture. John Creighton photographia son résultat, mais d'abord il devait en améliorer la définition. C'était plus complexe qu'il n'y paraissait. Notre gros dilemme, c'était que le manche du bâton de ski était noir et l'empreinte d'un brun rouge foncé. Je devais accentuer le contraste, soit en rendant le bâton de ski ou l'empreinte plus claire. Creighton commença par soumettre le bâton à un éclairage spécial qui projette un large spectre de longueur d'onde. La lumière accentua suffisamment les contrastes pour que l'empreinte puisse être photographiée. Creighton fut alors aux prises avec un autre problème. Il ne pouvait faire la mise au point avec son appareil photo à cause de la courbe du bâton. Je devais faire pivoter le bâton de ski pour obtenir les points de comparaison de cette empreinte latente et pour me permettre ensuite de procéder à une identification. En tournant le bâton graduellement, Creighton put enfin obtenir une image nette de l'empreinte. Une fois l'opération terminée, il la compara à celle de Plant. C'était la même. Creighton venait littéralement de placer l'arme du crime dans la main du suspect. Les événements qui ont conduit à la mort de Glenn Michelson sont maintenant connus. Les détectives croient qu'après avoir été chassé de la propriété de Michelson, Plant s'est caché dans l'obscurité et qu'il a attendu l'occasion pour revenir dans la maison. Une fois les invités partis, il a vu une occasion et il est passé aux actes. Il s'est glissé dans la cuisine et a fouillé pour trouver un couteau. Au moment où il atteignait le couloir, Michelson l'a aperçu. Les deux hommes se sont battus, mais Plant avait l'avantage sur Michelson. Il l'a poignardé à maintes reprises jusqu'à ce qu'il s'écroule par terre. Il a enlevé les bottes de Michelson et les a mises. Puis, il a constaté que sa victime n'était pas morte. Il a alors trouvé le bâton de ski dans une autre pièce et il est revenu pour l'achever. Pendant qu'il lui plantait le bâton dans le crâne, il a mis la main sur le cadre de la porte pour s'appuyer. Une fois son crime commis, il a quitté la maison à bord de la voiture de la victime. Il n'a parcouru que 2 kilomètres avant d'aboutir dans un fossé.
Pour le meurtre de Glenn Michelson, Robert Plant fut condamné à une peine minimale de 50 ans de prison. La dactyloscopie a démontré plus d'une fois au cours du dernier siècle qu'elle est une technique fiable et irréfutable pour prouver l'implication d'un criminel. Au cours du prochain siècle, cette technique va s'améliorer à mesure que les experts découvrent de nouvelles façons de prélever les empreintes digitales. Bientôt, ce sera comme si les meurtriers se livraient d'eux-mêmes à la justice.